Le 1er août 1589, vers 8 heures du matin, un moine dominicain nommé Jacques Clément plonge un couteau dans le ventre d'Henri III, roi de France. Ce geste met fin à près de 3 siècles de règne ininterrompu de la dynastie des Valois et plonge la France dans une crise sans précédent. Mais comment un simple moine paysan a-t-il pu approcher le roi? Pourquoi Henri III se trouvait-il assis sur sa chaise percée quand le coup fatal fut porté? Et surtout, quelles forces obscures ont poussé ce jeune homme de 22 ans à commettre le premier régicide de l'histoire capétienne? Pour comprendre ce meurtre spectaculaire, il faut remonter quelques années en arrière, dans une France déchirée par les guerres de religion. En ce milieu du XVIe siècle, la France n'est plus qu'un champ de bataille. Depuis 1562, catholiques et protestants s'entretuent avec une violence inouïe. Les massacres se succèdent, les villes changent de main, les familles se déchirent. Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 a laissé des milliers de protestants morts dans les rues de Paris et d'autres villes du royaume. Le sang coule, la haine s'enracine, et personne ne semble capable d'arrêter cette spirale de violence. Henri III monte sur le trône en 1574. Il a 23 ans et hérite d'un royaume au bord de l'implosion. Roi cultivé, amateur d'arts et de lettres, Henri III n'a pourtant rien d'un monarque faible. Sous le règne de son frère Charles IX, il s'était illustré comme chef militaire en remportant des victoires décisives contre les protestants à Jarnac et Moncontour. Mais gouverner en temps de paix révolutionnaire s'avère autrement plus complexe que commander sur un champ de bataille. Le roi tente une politique d'équilibre. Il cherche à ménager les deux camps, à accorder des édits de tolérance aux protestants tout en rassurant les catholiques sur sa fidélité à Rome. Cette stratégie du compromis, dictée par le pragmatisme et l'épuisement du royaume, lui vaut rapidement la haine des extrémistes des deux bords. Pour les protestants, il reste le roi responsable de la Saint-Barthélemy. Pour les catholiques les plus radicaux, il devient un traître, un roi mou qui pactise avec l'hérésie. La situation se complique dramatiquement en 1584. François d'Alençon, frère cadet du roi et dernier espoir de la dynastie Valois, meurt sans laisser d'héritier. Henri III lui-même n'a pas d'enfant. Selon les lois du royaume et la loi salique qui régit la succession au trône de France depuis des siècles, c'est Henri de Navarre qui devient l'héritier légitime. Un seul problème, Henri de Navarre est protestant. Pour la première fois depuis l'avènement des Capétiens, un hérétique peut prétendre au trône de France. Cette perspective horrifie les catholiques. Comment accepter qu'un protestant porte la couronne des rois très chrétiens? Comment tolérer qu'un hérétique préside aux destinées du royaume qu'on appelle la fille aînée de l'Église? Cette question va déclencher la plus longue et la plus sanglante des guerres de religion. Face à cette menace, les catholiques les plus déterminés se regroupent. Dès 1576, des ligues locales s'étaient formées à Péronne, à Paris, dans plusieurs provinces. Mais en 1584, ces mouvements épars se fédèrent en une organisation redoutable, la Sainte Ligue ou Ligue catholique. À la tête de ce mouvement se dresse un homme charismatique, Henri de Lorraine, duc de Guise, surnommé le Balafré à cause d'une cicatrice qui barre son visage. Grand, beau, courageux au combat, le duc de Guise incarne tout ce qu'Henri III n'est pas aux yeux du peuple. Là où le roi apparaît efféminé, entouré de ses mignons, dépensant des fortunes pour des fêtes somptueuses, Guise se présente en champion de la foi, en protecteur du catholicisme, en guerrier intrépide. Le duc ne vient pas de nulle part. La famille de Guise, branche cadette de la maison de Lorraine, s'est bâtie une réputation formidable dans la défense du catholicisme. Son père, François de Guise, était déjà un héros de guerre. Henri lui-même a participé au massacre de la Saint-Barthélemy et s'est couvert de gloire en combattant les protestants. Pour le peuple catholique de Paris et des grandes villes, les Guises représentent le vrai catholicisme, pur et dur, sans compromission. Mais derrière le discours religieux se cache une ambition politique dévorante. Les Guises ne se contentent pas de défendre la foi. Ils veulent le pouvoir. Certains historiens pensent même qu'Henri de Guise rêvait secrètement de s'emparer du trône. À défaut de légitimité dynastique, il possède le soutien populaire et celui d'un allié de poids, Philippe II d'Espagne. Le roi d'Espagne, champion du catholicisme en Europe, voit d'un très bon œil la Ligue française.
Non seulement elle empêche un protestant de monter sur le trône, mais elle affaiblit considérablement la France, rivale traditionnelle de l'Espagne. Philippe II signe le traité de Joinville en janvier 1585 et s'engage à financer la Ligue. Les écus espagnols affluent dans les caisses des ligueurs. On retrouvera d'ailleurs sur le cadavre du duc de Guise un billet portant ces mots. Pour entretenir la guerre en France, il faut 700 000 écus tous les mois. La Ligue publie son programme en mars 1585 à Péronne. Ses revendications sont claires: rétablir la religion unique en France, soustraire le roi à l'emprise de ses favoris, obliger Henri III à convoquer régulièrement les États généraux. Derrière ces exigences se profile une menace à peine voilée. Si le roi ne cède pas, la Ligue est prête à agir par la force. Henri III se trouve pris au piège. Militairement affaibli, financièrement exsangue, politiquement isolé, il doit céder. En juillet 1585, il signe le traité de Nemours qui révoque tous les édits de tolérance accordés aux protestants. La 8e guerre de religion commence. Les années 1586 et 1587 voient les armées s'affronter sur tous les fronts. Les protestants remportent une victoire majeure à Coutras en octobre 1587, tuant le duc de Joyeuse, favori du roi. Mais Henri de Guise écrase les mercenaires allemands venus soutenir les protestants à Vimory et Auneau. Ces victoires renforcent encore sa popularité et son prestige. À Paris, la situation devient explosive. Une ligue urbaine s'est constituée, dirigée par un comité secret appelé le Conseil des 16, en référence aux 16 quartiers de la capitale. Composé de bourgeois, d'artisans, de membres du bas clergé, ce mouvement possède un caractère beaucoup plus radical et démocratique que la Ligue nobiliaire des Guises. Les 16 ne se contentent pas de défendre la religion. Ils remettent en cause l'autorité royale elle-même. Dans les églises bondées de Paris, des prédicateurs enflammés prononcent des sermons d'une violence inouïe contre Henri III. Ils le vouent à l'enfer, dénoncent ses mœurs, appellent à sa destitution, voire à son assassinat. L'atmosphère devient irrespirable. Le roi sent qu'il est en train de perdre sa capitale. En mai 1588, Henri III interdit formellement au duc de Guise de pénétrer dans Paris. Mais le duc passe outre. Le 9 mai, il franchit la porte Saint-Denis et se présente au Louvre. La population l'acclame comme un sauveur. Henri III hésite à le faire assassiner sur le champ, mais recule devant les conséquences d'un tel geste. Il tente alors une démonstration de force. Le 12 mai 1588, le roi fait entrer dans Paris 4000 gardes françaises et suisses avec ordre d'occuper les points stratégiques de la capitale. Les Parisiens voient dans cette manœuvre une tentative de coup de force et craignent que le duc de Guise ne soit arrêté ou tué. La réaction est immédiate et terrible. Sur la place Maubert, dans le quartier latin, étudiants et bourgeois se rassemblent. En quelques heures, le centre de Paris se couvre de barricades. Des barriques remplies de terre ou de pavés, des chaînes tendues en travers des rues, des objets de toutes sortes bloquent la progression des soldats royaux. La milice parisienne prend les armes. Les gardes suisses, isolés et encerclés, sont massacrés. Henri III comprend qu'il a perdu la partie. Dans l'après-midi du 12 mai, il quitte le Louvre par un passage secret et s'enfuit de sa propre capitale. Cette journée des barricades marque un tournant décisif. Pour la première fois depuis des siècles, le roi de France est chassé de Paris par son propre peuple. L'humiliation est totale. Le duc de Guise devient le maître incontesté de la capitale. Les 16 épurent l'administration, remplacent les officiers de la milice, prennent le contrôle du Châtelet. Paris se transforme en ville révolutionnaire. On parle ouvertement de déposer Henri III pour le remplacer par le duc de Guise ou par le cardinal de Bourbon, oncle d'Henri de Navarre mais catholique. Réfugié à Chartres puis à Blois, Henri III doit encore céder. En juillet 1588, il signe l'édit d'union qui fait du duc de Guise le lieutenant général du royaume. En apparence, le roi s'incline devant la toute-puissance de la Ligue. En réalité, il prépare sa revanche. Henri III convoque les États généraux au château de Blois pour l'automne 1588. Ces assemblées, censées réunir les représentants des 3 ordres du royaume, n'ont pas été convoquées depuis 12 ans. Le roi espère peut-être y trouver un soutien face à la Ligue. Il se berce d'illusions. Les députés qui arrivent à Blois en octobre 1588 sont presque tous des ligueurs. La noblesse,
Le clergé, le tiers-État, envoie des hommes acquis à la cause du duc de Guise. Le 18 octobre, devant l'Assemblée réunie, Henri III doit prêter serment de suivre l'édit d'union et de combattre l'hérésie. Les ligueurs viennent de remporter une victoire symbolique écrasante. Le roi reconnaît publiquement que la religion l'emporte sur la loi salique pour la succession au trône. Mais Henri III a pris sa décision. Il ne supporte plus l'arrogance du duc de Guise, son sourire méprisant, son assurance de propriétaire du royaume. Le roi en vient à haïr cet homme qui le supplante dans le cœur des Français. Il confie à ses proches « Il faut que ce matin il meure ou que je meure ». Le complot s'organise dans le plus grand secret. Henri III ne peut compter que sur ses derniers fidèles, les 45. Cette garde personnelle, créée après sa fuite de Paris, regroupe 45 gentilshommes gascons, dévoués corps et âme au roi. Ce sont eux qui exécuteront la sentence. Le 23 décembre 1588, au petit matin, Henri III convoque le duc de Guise dans son cabinet vieux, une petite pièce attenante à la chambre royale. Le prétexte, régler quelques affaires avant les fêtes de Noël. Le duc ne se méfie pas. Il pense même que le roi va enfin le nommer connétable, la plus haute dignité militaire du royaume. Henri de Guise traverse la chambre du roi pour se rendre au cabinet. Au moment où il ouvre la porte, 8 membres des 45 se jettent sur lui. Les coups pleuvent. Mais Guise n'est pas un homme ordinaire. Ce colosse de près de 2 mètres se défend avec l'énergie du désespoir. Il blesse 4 de ses assaillants, parvient à avancer de quelques pas malgré les poignards qui le transpercent. Finalement, le sieur de Loignac l'achève en lui enfonçant son épée dans les reins. Le duc s'effondre au pied du lit royal. Henri III, caché derrière un rideau pendant l'exécution, sort de sa cachette. Devant le corps ensanglanté de son ennemi, il aurait prononcé ces mots restés célèbres. « Mon Dieu, qu'il est grand! Il paraît même plus grand mort que vivant !» Le lendemain, 24 décembre, c'est au tour du cardinal Louis de Lorraine, frère du duc, d'être assassiné. Les 2 corps sont dépecés par le bourreau, brûlés à la chaux vive et leurs cendres jetées dans la Loire. Henri III veut qu'il n'en reste aucune trace, aucune relique qui pourrait devenir objet de vénération. Le roi pense avoir réglé son problème. Il se trompe lourdement. Catherine de Médicis, sa mère, qui meurt 12 jours plus tard, le 5 janvier 1589, aurait eu le temps de lui dire « C'est bien taillé, mon fils. Maintenant, il faut recoudre. » Elle avait raison. La nouvelle de l'assassinat atteint Paris le 24 décembre, en pleine nuit de Noël. Le peuple remplit les églises pour la messe de minuit quand le terrible événement se propage. La réaction est immédiate et furieuse. Une douleur collective, une haine incroyable submergeant la capitale. Dans les chairs, les prédicateurs ligueurs se déchaînent. Ils maudissent Henri III, le vouent à l'enfer, l'accusent de tous les crimes. La Sorbonne délie les sujets de leur serment de fidélité envers le roi. Cette décision théologique a des conséquences politiques explosives. Les Français ne doivent plus obéissance à Henri III. Le roi est déclaré tyran, traître à la cause catholique. Les 16 s'emparent du pouvoir à Paris. Ils épurent les grands corps de l'État, remplacent tous les officiers suspects de sympathie royale, instaurent un gouvernement révolutionnaire. Un conseil général de l'Union, composé des délégués des 16 et des représentants des 3 ordres, prend en main l'administration du royaume ligueur. À sa tête, Charles de Mayenne, frère du duc assassiné, reçoit le titre de lieutenant général de l'État et de la couronne de France. Dans les rues de Paris, l'assassinat des Guises donne naissance à une véritable hagiographie politique. Les imprimeurs parisiens publient des libelles qui transforment Henri et Louis de Lorraine en martyrs de la foi. On célèbre des messes pour le repos de leur âme. Leurs portraits sont placés sur les autels. On les prie comme des saints. Des processions armées parcourent la ville. Le mouvement prend un caractère révolutionnaire inédit. Les prêches enflammés des moines ligueurs ne se contentent plus de défendre la religion. Ils développent des théories de souveraineté populaire qui remettent en cause les fondements mêmes de la monarchie absolue. Henri III se retrouve dans une position intenable. Chassé de Paris, haï par les catholiques, il ne peut compter que sur une noblesse divisée et sur ses derniers partisans. Dans cette situation désespérée, il fait un choix qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. Il s'allie avec son cousin protestant, Henri de Navarre. Le 30 avril 1589, les 2 Henri signent un traité d'alliance.
Ensemble, ils vont tenter de reconquérir le royaume. Leurs armées se rejoignent et, en juillet 1589, ils marchent sur Paris à la tête de 30 000 hommes. Le roi de France et le chef protestant assiègent ensemble la capitale ligueuse. Cette alliance contre nature scandalise les catholiques et confirme dans leur esprit qu'Henri III est devenu l'ennemi du catholicisme. Début août, l'armée royale établit son quartier général à Saint-Cloud, un château dominant la Seine à quelques kilomètres de Paris. De là, Henri III peut contempler sa capitale rebelle et préparer l'assaut. Il ne sait pas encore qu'il lui reste moins de 2 jours à vivre. Pendant que se déroulent ces événements tragiques, un jeune moine suit avec passion l'actualité de son temps. Il s'appelle Jacques Clément. Né vers 1567 à Cerbonne, un village de paysans dans l'actuel département de l'Yonne, il n'a rien d'un personnage remarquable. Fils de cultivateur, il aurait pu mener une vie ordinaire, travailler la terre comme ses ancêtres. Mais Jacques choisit une autre voie. À l'adolescence, il entre comme frère laïc au couvent des Jacobins de Sens. Les Jacobins ne sont autres que les Dominicains, ordre mendiant fondé au XIIIe siècle pour combattre l'hérésie. Le jeune Jacques se révèle un religieux zélé. Son fanatisme impressionne même ses confrères, pourtant habitués aux tempéraments enflammés. Il le surnomme « Capitaine Clément », en raison de son ardeur à vouloir exterminer les hérétiques. Jacques poursuit ensuite ses études au couvent des Dominicains de Paris, sur la rive gauche, dans la rue qui porte encore aujourd'hui le nom de rue Saint-Jacques. C'est là qu'il plonge dans l'atmosphère révolutionnaire de la Ligue parisienne. Il écoute les sermons enflammés, participe aux processions armées, s'imprègne de la haine contre Henri III. Certains contemporains rapportent que Jacques Clément aurait créé un anagramme sinistre avec les lettres de son nom. « C'est l'enfer qui m'a créé ». Vraie ou fausse, cette anecdote illustre la personnalité tourmentée du jeune moine. Dans son esprit, tuer Henri III n'est pas un crime, c'est un acte de piété. Le roi a assassiné le duc de Guise, champion de la foi. Le roi s'est allié avec l'hérétique Henri de Navarre. Le pape Sixte V a excommunié Henri III. Aux yeux de Jacques Clément, le souverain français n'est plus qu'un tyran, un ennemi de Dieu, qu'il faut éliminer par n'importe quel moyen. Mais agit-il seul? La question divise les historiens depuis plus de 4 siècles. Certains pensent que Jacques Clément a pris sa décision en toute autonomie, porté par son fanatisme mystique. D'autres soupçonnent qu'il a été manipulé, poussé au régicide par des personnes haut placées qui avaient intérêt à la mort du roi. La duchesse de Montpensier, sœur des Guises assassinés, figure parmi les suspects principaux. Cette femme redoutable, surnommée Madame de Montpensier ou Madame la Furieuse en raison de son caractère exalté, vouait une haine féroce à Henri III. Elle aurait pu encourager le jeune moine, l'exalter dans sa mission sacrée, lui donner les moyens d'approcher le roi. D'autres indices pointent vers un complot plus large. Comment Jacques Clément a-t-il obtenu une lettre censée venir d'Achille de Harlay, premier président du Parlement de Paris, alors détenu à la Bastille? Cette lettre était un faux, une contrefaçon habile de l'écriture de Harlay. Qui l'a fabriquée? Qui l'a remise à Jacques Clément? Et surtout, comment le jeune moine a-t-il pu sortir de Paris assiégé et rejoindre Saint-Cloud? Le procureur général Jacques de la Guesle lui aurait délivré un passeport pour Orléans, document qui lui permit de franchir les lignes ligueuses. La Guesle prétendra ensuite avoir été trompé, mais son comportement soulève des questions. Pourquoi a-t-il hébergé Jacques Clément dans sa maison de campagne à Vanves la nuit du 31 juillet? Pourquoi n'a-t-il pas trouvé suspect qu'un moine porte sur lui un couteau de grande taille, comme le remarqua un de ses valets? Pourquoi n'a-t-il pas fouillé Clément avant de le conduire devant le roi? Pourquoi n'a-t-il pas empêché le massacre du moine, seul capable de révéler d'éventuels complices? Toutes ces questions resteront sans réponse. Jacques Clément emportera ses secrets dans la tombe. Le 31 juillet 1589, Jacques Clément quitte Paris. Muni de sa fausse lettre et de son passeport, il franchit les défenses ligueuses et se dirige vers Saint-Cloud. Il arrive le soir même au camp royal et passe la nuit chez le procureur général de la Guesle, dans sa maison de Vanves. Le lendemain matin, 1er août, la Guesle conduit Jacques Clément au quartier général d'Henri III. Les gardes refusent d'abord de laisser entrer le moine, mais le roi, par un aveuglement fatal, ordonne qu'on le fasse venir. Nous sommes vers 8 heures du matin. Henri III se trouve sur sa chaise percée, un meuble qui pouvait être richement orné
et sur lequel les grands personnages de l'époque accordaient audience. Cette pratique, qui nous paraît aujourd'hui étrange, était courante au XVIe siècle et se perpétuera jusqu'au règne de Louis XV. Selon certaines versions, le roi reste assis. Selon d'autres, il se lève pour s'entretenir avec Jacques Clément dans l'embrasure d'une fenêtre. Quoi qu'il en soit, le moine s'approche respectueusement, tenant à la main des lettres qu'il prétend remettre au roi. Il ajoute qu'il a des renseignements secrets à communiquer. Henri III, intrigué, écarte le procureur général et les courtisans pour écouter le message confidentiel. Roger de Bellegarde, premier gentilhomme de la Chambre, hésite, mais finit par laisser le moine s'approcher du roi. Jacques Clément fait mine de chercher ses lettres dans son habit. C'est à cet instant que tout bascule. Au lieu de sortir des papiers, le moine tire un couteau qu'il tenait dissimulé sous sa robe et le plonge dans le bas-ventre d'Henri III. Le roi pousse un cri. « Ah, mon Dieu !» La douleur est fulgurante. Henri III arrache le couteau de son intestin perforé et, dans un dernier réflexe de défense, frappe son assaillant au visage en s'écriant « Méchant, tu m'as tué !» Les cris alertent immédiatement les gardes. Les 45 se précipitent dans la pièce. Bernard de Montserrier, l'un d'eux, empoigne Jacques Clément et le jette à terre. Il ordonne à ses compagnons de ne pas tuer le moine afin de pouvoir l'interroger et découvrir ses complices. Mais la fureur des gardes est trop forte. Ils transpercent Jacques Clément de leurs épées. Le corps du moine est criblé de coups puis jeté par la fenêtre. Il n'aura jamais l'occasion de parler, d'avouer, de dénoncer d'éventuels commanditaires. Cette mort rapide alimentera pendant des siècles les théories du complot. Dans un premier temps, les médecins minimisent la gravité de la blessure. Ils remettent les intestins en place et suturent la plaie. Henri III, malgré la douleur, parvient à dicter des lettres aux villes qui lui obéissent encore pour couper court aux rumeurs. À sa femme Louise, restée à Chenonceau, il écrit même que dans quelques jours, il pourra monter de nouveau à cheval. Mais la réalité est bien différente. Le couteau a perforé l'intestin. Dans quelques heures, l'infection va se propager, la fièvre monter, la gangrène s'installer. La médecine du XVIe siècle ne peut rien contre une telle blessure. Henri III va mourir, lentement, dans d'atroces souffrances. Le roi comprend rapidement qu'il est condamné. Il appelle en urgence son cousin Henri de Navarre. Les deux hommes ont une longue conversation. Henri III reconnaît formellement son beau-frère et cousin Germain comme son successeur légitime. Il lui fait promettre de se convertir au catholicisme pour pacifier le royaume. Il lui recommande ses fidèles serviteurs et lui demande de venger sa mort. Henri de Navarre écoute en silence. Il voit mourir le dernier des Valois et sait qu'il va hériter d'un royaume en ruine, déchiré par la guerre civile, occupé en partie par les troupes espagnoles. La tâche qui l'attend est colossale. Mais pour l'instant, il reste au chevet de son cousin mourant, témoin impuissant de l'agonie d'un roi assassiné. Henri III meurt dans la nuit du 1er au 2 août 1589, à l'âge de 38 ans, après 15 ans de règne. Avec lui s'éteint la dynastie des Valois, qui avait régné sur la France depuis 1328. Une page de l'histoire de France se tourne dans le sang et la tragédie. Mais l'histoire de Jacques Clément ne s'arrête pas avec sa mort. Le crime de lèse-majesté au premier chef, c'est-à-dire l'assassinat du roi, est considéré comme imprescriptible. Même mort, Jacques Clément doit être jugé et condamné. Un procès posthume s'organise. Le cadavre du moine, représenté par un curateur, est traduit devant la prévôté de l'autel. Les juges examinent les faits, entendent les témoins, rendent leur verdict. Jacques Clément est reconnu coupable de régicide. Le châtiment réservé aux régicides est le plus terrible que connaisse l'époque. L'écartèlement. Le corps de Jacques Clément est tiré à 4 chevaux. Chacun de ses membres est attaché à un cheval qui part dans une direction différente, déchirant littéralement le corps en plusieurs morceaux. Les restes sont ensuite brûlés et les cendres jetées dans la Seine. Cette destruction totale du corps vise à effacer toute trace du criminel, à empêcher que ses restes ne deviennent des reliques. Les autorités royales veulent qu'il n'en subsiste aucune mémoire. Mais là encore, elles se trompent lourdement. À Paris, la réaction est diamétralement opposée. Loin d'être horrifiés par le régicide, les ligueurs célèbrent Jacques Clément comme un héros, un saint, un martyr de la foi. Des messes funèbres sont célébrées pour le repos de son âme. Les églises retentissent de son éloge.
Son portrait est placé sur les autels. On le nomme le libérateur de la religion, le sauveur de Paris. La mère de Jacques Clément est acclamée dans les rues comme la mère de Dieu elle-même. Des médailles sont frappées à l'effigie du moine assassin. Le pape Sixte V lui-même aurait envisagé de canoniser Jacques Clément. L'ambassadeur d'Espagne annonce à Philippe II l'assassinat d'Henri III en disant « C'est à la main seule du Très-Haut qu'on est redevable de cet heureux événement ». Cette célébration du régicide marque un tournant dans l'histoire politique européenne. Pour la première fois, le meurtre d'un roi est non seulement justifié mais glorifié par une partie importante de la population. Le principe même de l'autorité royale est remis en cause. Si un roi peut être légitimement tué parce qu'il a failli dans sa mission de défense de la foi, alors la monarchie absolue de droit divin n'existe plus. Les théologiens et juristes ligueurs développent toute une doctrine de la tyrannie et du tyrannicide. Ils affirment que le peuple a le droit de déposer un roi qui trahit ses devoirs, que la religion prime sur la loi de succession, que les sujets peuvent être déliés de leur serment de fidélité. Ces théories, révolutionnaires pour l'époque, annoncent les grandes révolutions à venir. L'assassinat d'Henri III ne met pas fin aux guerres de religion. Au contraire, il ouvre une nouvelle phase du conflit. Henri de Navarre devient Henri IV, mais doit conquérir son royaume pied à pied face à la Ligue qui refuse de reconnaître un roi protestant. La guerre continue pendant 4 ans. Henri IV remporte des victoires militaires, mais ne parvient pas à briser la résistance des villes ligueuses. Paris, Rouen, Lyon, Marseille lui restent fermés. Les troupes espagnoles occupent une partie du territoire français. Le royaume sombre dans l'anarchie. Henri IV comprend finalement qu'il ne pourra jamais régner efficacement sans se convertir au catholicisme. Le 25 juillet 1593, dans la basilique de Saint-Denis, il abjure solennellement le protestantisme. On lui prête cette phrase célèbre « Paris vaut bien une messe ». Vraie ou fausse, elle résume parfaitement le pragmatisme politique du nouveau roi. Cette conversion change la donne. Progressivement, les villes ligueuses se rallient. Paris ouvre ses portes le 22 mars 1594. Les chefs ligueurs se soumettent les uns après les autres, moyennant honneur et pension. Le duc de Mayenne lui-même finit par reconnaître Henri IV. En 1598, le roi promulgue l'édit de Nantes, qui accorde la liberté de culte aux protestants dans certaines conditions et leur octroie des places de sûreté. Les guerres de religion prennent fin, la France épuisée, ruinée, ensanglantée, peut enfin respirer. Mais le spectre de Jacques Clément continue de hanter le royaume. L'assassinat d'Henri III a prouvé qu'un roi pouvait être tué par un fanatique déterminé. Cette leçon ne sera pas oubliée. Jacques Clément devient un modèle pour toute une génération de régicides potentiels. Son geste inspire d'autres fanatiques qui rêvent eux aussi de frapper au nom de la foi ou de la politique. En 1594, un jeune homme nommé Jean Châtel tente de poignarder Henri IV. Il échoue, mais le précédent est inquiétant. Le roi renforce sa sécurité, multiplie les précautions, mais sait qu'il reste une cible. Le 14 mai 1610, 21 ans après l'assassinat d'Henri III, un catholique fanatique nommé François Ravaillac parvient à ses fins. Il poignarde Henri IV dans sa voiture, rue de la Ferronnerie à Paris. Cette fois, le roi meurt sur le coup. Ravaillac subit le même supplice que Jacques Clément. L'écartèlement en place de Grève devant une foule immense. Ces deux régicides, espacés de 2 décennies, marquent profondément la monarchie française. Les rois suivants vivront dans la peur constante de l'assassinat. Louis XIII, Louis XIV, tous les souverains français se souviendront que leur vie peut s'achever au bout d'un couteau. Au-delà de la France, l'exemple de Jacques Clément résonne dans toute l'Europe. Le régicide devient une arme politique. En Angleterre, Charles Ier sera décapité en 1649. En France, Louis XVI subira le même sort en 1793. La Révolution française elle-même reprendra certaines théories développées par les ligueurs sur la souveraineté populaire et le droit de renverser les tyrans. Plus de 4 siècles après les faits, Jacques Clément continue de fasciner et d'interroger les historiens. Qui était vraiment cet homme? Un fanatique isolé ou le bras armé d'un complot? Un mystique sincère ou un instrument manipulé?
les documents de l'époque ne permettent pas de trancher définitivement. Ce qui est certain, c'est que Jacques Clément croyait sincèrement accomplir un acte de piété en tuant Henri III. Dans sa vision du monde, marquée par le fanatisme religieux de son temps, éliminer un roi qui avait trahi la foi catholique était non seulement légitime, mais nécessaire. Il pensait probablement que Dieu le récompenserait pour son geste, qu'il entrerait directement au paradis comme un martyr de la foi. Cette certitude absolue, cette conviction inébranlable dans le bien fondé de son acte, fait de Jacques Clément le prototype du terroriste religieux. Il tue au nom d'une vérité supérieure qu'il croit détenir. Il nie toute légitimité au pouvoir politique qui s'oppose à ses convictions religieuses. Il est prêt à mourir pour sa cause, car il est persuadé que la mort terrestre n'est qu'un passage vers la vie éternelle. Cette mentalité, nous la retrouvons à travers les siècles chez tous les fanatiques qui utilisent la violence pour imposer leur vision du monde. Jacques Clément n'a pas inventé le terrorisme religieux, mais il en a fourni un exemple si spectaculaire, si marquant, qu'il est devenu une référence pour tous ceux qui ont suivi. L'histoire de Jacques Clément nous rappelle à quel point le fanatisme religieux peut être destructeur. Ce jeune moine de 22 ans, probablement sincère dans ses convictions, a changé le cours de l'histoire en plantant un couteau dans le ventre d'un roi. Son geste a prolongé les guerres de religion, causé des milliers de morts supplémentaires, retardé la pacification du royaume. Si Henri III avait survécu, aurait-il pu mettre fin plus rapidement aux guerres de religion? Aurait-il trouvé un compromis acceptable entre catholiques et protestants? Aurait-il évité l'humiliation d'une conversion forcée pour son successeur? Toutes ces questions restent sans réponse, mais elles montrent à quel point l'acte d'un seul homme peut bouleverser le destin d'un pays. L'assassinat d'Henri III marque aussi la fin d'une époque. Avec la mort du dernier Valois s'achève un chapitre de 3 siècles d'histoire française. La dynastie qui avait gouverné le royaume depuis Philippe VI en 1328 disparaît dans le sang et la violence. Les Bourbons lui succèdent avec Henri IV, mais dans des conditions dramatiques qui marqueront durablement la nouvelle dynastie. La France qui sort des guerres de religion n'est plus celle qui y était entrée. 36 ans de conflits ont profondément transformé le royaume. Les massacres, les destructions, les famines ont décimé la population. L'économie est ruinée. Les campagnes sont dévastées, les villes sont appauvries, la société est traumatisée. Mais paradoxalement, ces épreuves ont aussi forgé une nouvelle conception de l'État et du pouvoir royal. Henri IV et ses successeurs tireront les leçons de cette période tragique. Ils comprendront qu'un royaume ne peut survivre dans la division religieuse permanente. L'édit de Nantes, malgré ses imperfections, établit un principe de coexistence entre catholiques et protestants qui permettra à la France de panser ses plaies. La monarchie absolue qui se construit au XVIIe siècle sous Louis XIII et Louis XIV est aussi une réponse au désordre des guerres de religion. Les rois suivants chercheront à affirmer leur autorité de manière si absolue qu'aucune faction religieuse ou politique ne pourra plus menacer l'unité du royaume. Richelieu, Mazarin, puis Louis XIV lui-même travailleront à écraser toute velléité de rébellion, qu'elle soit protestante, nobiliaire ou populaire. L'histoire de Jacques Clément nous parvient par fragments, à travers les chroniques de l'époque, les témoignages des survivants, les documents judiciaires du procès posthume. Chaque source apporte son lot de détails, mais aussi de contradictions. Les récits varient sur des points importants. Certains témoins affirment que le roi était assis sur sa chaise percée, d'autres qu'il se tenait debout près d'une fenêtre. Certains disent que Jacques Clément a été massacré immédiatement, d'autres qu'il a survécu quelques instants. Ces variations témoignent du chaos qui a suivi l'attentat. Dans la confusion, la peur, la colère qui ont saisi le camp royal, personne n'a pris le temps de noter précisément le déroulement des événements. Chacun a vécu ces instants tragiques à sa manière, avec son propre regard, ses propres émotions. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'un moine dominicain de 22 ans a tué le roi de France d'un coup de couteau, qu'il a été immédiatement massacré par les gardes royaux, que son corps a subi le supplice de l'écartèlement et que sa mémoire a été célébrée par les ligueurs comme celle d'un martyr. L'histoire de Jacques Clément résonne étrangement dans notre époque contemporaine. Le fanatisme religieux n'a pas disparu avec le XVIe siècle.
Les attentats au nom de la foi continuent de frapper nos sociétés. Les terroristes d'aujourd'hui partagent avec le moine assassin la même certitude absolue, la même conviction d'accomplir la volonté divine, la même négation de la valeur de la vie humaine quand elle s'oppose à leur vérité. Cette continuité du fanatisme à travers les siècles nous interpelle. Elle nous rappelle que la violence religieuse n'est pas un phénomène du passé, mais une tentation permanente des sociétés humaines. Elle nous invite à la vigilance, à combattre l'extrémisme sous toutes ses formes, à défendre les valeurs de tolérance et de respect de l'autre qui seules peuvent nous préserver de la barbarie. Jacques Clément croyait servir Dieu en tuant Henri III. En réalité, il n'a servi que la haine, la violence, le chaos. Son geste n'a apporté ni la paix ni le salut qu'il espérait. Il n'a fait que prolonger les souffrances d'un peuple déjà martyrisé par des décennies de guerre. Si l'on devait retenir une leçon de cette histoire tragique, ce serait celle-ci. Le fanatisme ne construit rien, il ne fait que détruire. Jacques Clément pensait sauver le catholicisme en tuant un roi qu'il jugeait indigne. En réalité, il a précipité l'avènement d'un souverain protestant et retardé la pacification religieuse du royaume. Les ligueurs qui l'ont célébré comme un martyr pensaient avoir frappé un grand coup contre leurs ennemis. En réalité, ils ont révélé au monde entier la nature violente et fanatique de leur mouvement. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à tout, y compris au régicide, pour imposer leur vision du monde. Cette radicalité a fini par se retourner contre eux et a facilité le ralliement progressif des Français à Henri IV. L'histoire nous enseigne que la violence engendre la violence, que le fanatisme nourrit le fanatisme, que le sang appelle le sang. Henri III a fait assassiner le duc de Guise et Jacques Clément a assassiné Henri III. Henri IV sera à son tour assassiné par François Ravaillac. Cette spirale de la violence ne s'arrêtera qu'avec la pacification progressive du royaume et l'établissement d'un pouvoir royal suffisamment fort pour imposer l'ordre. Jacques Clément est mort à 22 ans, le corps transpercé de coups d'épée, défenestré comme un criminel vulgaire. Son cadavre a été jugé, écartelé, brûlé, ses cendres jetées à la Seine. Tout a été fait pour effacer sa mémoire, pour qu'il ne reste rien de lui. Et pourtant, plus de 4 siècles après sa mort, nous parlons encore de lui. Son nom est entré dans l'histoire comme celui du premier régicide de la dynastie capétienne. Les livres d'histoire lui consacrent des pages. Les historiens débattent encore de ses motivations. Les artistes ont représenté son geste dans d'innombrables tableaux et gravures. Cette postérité paradoxale montre bien que l'histoire retient parfois ceux qui croient que l'infléchir par la violence. Mais elle retient aussi, et surtout, la leçon de leur échec. Jacques Clément a tué un roi, mais n'a pas changé le cours de l'histoire dans le sens qu'il espérait. La France a continué son chemin, les protestants ont obtenu la liberté de culte, la tolérance religieuse a fini par s'imposer. Le jeune moine fanatique pensait accomplir un acte héroïque qui changerait le monde. En réalité, il n'a fait que rajouter un nom à la longue liste des victimes des guerres de religion. Henri III, comme lui, est mort pour rien. Tous deux ont été les jouets d'une époque folle, où la haine religieuse avait remplacé la raison. Le matin du 1er août 1589, quand Jacques Clément est entré dans la chambre d'Henri III avec son couteau caché sous son habit de moine, il ne savait pas qu'il allait devenir un des personnages les plus controversés de l'histoire de France. Il pensait probablement accomplir un acte de foi pure, venger le duc de Guise, sauver le catholicisme de ses ennemis. Quelques secondes plus tard, le roi gisait blessé à mort, le moine était massacré, et l'histoire de France basculait dans une nouvelle ère. Les Valois s'éteignaient dans le sang. Les Bourbons accédaient au trône dans le chaos. La France poursuivait sa descente aux enfers pour 4 années supplémentaires. Cette histoire nous rappelle la fragilité des destins humains et des constructions politiques. Un seul homme, un seul geste, un seul instant peuvent tout faire basculer. Jacques Clément l'a prouvé ce matin d'août 1589, quand il a planté son couteau dans le ventre d'un roi. L'histoire a retenu son nom, mais pas pour les raisons qu'il espérait.